Pour vous, dans un instant, Adrénaline se poursuit. Music World a tout ce que vous voulez entendre avec... Yes, c'est le stress du tiroir caisse. Heureusement qu'il y a la presse. Vos finances vous stressent? En novembre, vous trouverez dans la presse du samedi 4 cahiers finances personnelles. Ce samedi, où va votre argent? C'est le moment du sondage. Donc, à chaque semaine, on vous consulte, savoir ce que vous pensez sur une question donnée. Bien sûr, aujourd'hui, ça concerne la course automobile. Donc, la question est la suivante. Pensez-vous qu'on devrait permettre à l'industrie du tabac de commanditer les événements sportifs? Donc, vous avez, pendant toute l'émission, pour nous répondre via Internet. L'adresse est Radio-Canada, radio-canada.ca/adrénaline. Et bien sûr, d'ici la fin de l'émission, nous vous donnerons le résultat de ce sondage. Très peu scientifique, mais c'est pas grave. On s'amuse donc à voir ce que vous pensez sur cette question aujourd'hui, donc sur l'industrie du tabac et la commandite sportive. Donc, on va retourner pas ce commanditaire, mais ce documentaire qu'on écoute ensemble, Forcé à l'abandon. On a vu jusqu'à maintenant que ça devient très difficile pour les jeunes de trouver l'argent nécessaire pour exploiter leur talent en course automobile. Qu'adviendra-t-il de la relève? C'est ce qu'on va voir donc. Forcé à l'abandon, c'est un documentaire de Jean-Pierre Roy et de Philippe Lagu. Aujourd'hui, les pilotes de la relève ne peuvent plus bénéficier du soutien, pas même partiel, de Players. Son partenaire en course automobile, l'écurie Forsythe, s'est retiré de la Formule Atlantique au terme de la saison 1999. Depuis, Players a amorcé son retrait progressif de la scène du sport automobile en limitant son implication à la série Kart FedEx, dans laquelle courent les Québécois Patrick Carpentier et Alexandre Tagliani. Pour la relève, c'est donc le grand vide. Comme Bruno Saint-Jacques et Marc-Antoine Camiran, Jean-François Veilleux n'arrive plus à gravir les échelons. Après le karting, la Formule 1600 et la Formule Atlantique, Veilleux n'a plus les moyens de faire ses preuves et de cogner aux portes des séries professionnelles. Résigné, il a fini par lancer la serviette. J'ai 28 ans. Faut que la fenêtre, faut s'en rendre compte, la fenêtre est passée. Moi, courir avec des gentleman drivers puis faire du babysitting, ça m'intéresse pas. Ce que je veux faire, moi, c'est je veux être compétitif, je veux courir pour gagner dans les grosses séries. Et à l'âge que j'ai, il faut quand même être réaliste dans ce sens-là. Marc-Antoine Camiran tente par tous les moyens de rester en piste. En 2002, il a couru dans 2 catégories différentes. 3 courses dans la série American Le Mans, dont une au Grand Prix de Trois-Rivières et une course au volant d'une monoplace de la série Fran-Am au Molson Indy de Montréal. Camiran travaille sans relâche à réunir un budget pour courir l'an prochain. Je me dis, si je lâche, quelqu'un d'autre va prendre ma place. Regarde, il y a 2 mois, j'avais rien. Je ne suis pas censé courir à Trois-Rivières. En 2 semaines, ça a avancé plus qu'à 1 an. Bruno Saint-Jacques, lui, refuse de baisser les bras. Outre son talent, il peut également miser sur son jeune âge, de sorte qu'il espère toujours se faire une place au soleil. Par contre, il n'a participé qu'à une seule course en 2002 en Formule Atlantique au Molson Indy de Montréal. Cette saison, c'était la seule course que je faisais. Puis lundi matin, on retourne au travail à essayer de trouver des commanditaires pour l'an prochain, avec un outil de plus, étant donné que j'ai couru une course cette année en Formule Atlantique. On va se servir de cette visibilité-là pour nous aider un petit peu dans nos efforts. Faire 2-3 courses en Formule Atlantique, ça aboutit jamais à rien. Premièrement, le pilote se loue une voiture qu'il ne connaît pas, une équipe qui en profite finalement pour retirer un peu plus d'argent pendant la fin de semaine. Alors souvent, il n'est pas aussi bien équipé, évidemment, qu'il n'est pas aussi bien équipé que le pilote qui est là à temps plein et puis avec les équipes de pointe. Alors oui, tu as des Marc-Antoine Camiran, tu as Bruno Saint-Jacques, tu as plusieurs, en fait, il y en a plusieurs candidats québécois qui ont réussi à aller au Grand Prix de Montréal parce qu'on est un événement important, aller au Grand Prix de Trois-Rivières parce que c'est important. Et puis, ils rêvent de bien faire et puis d'avoir une règle, comme on l'appelle, l'année qui suit, mais ça ne fonctionne pas. Souvent, ça ne fonctionne pas. Pour attirer l'attention des journalistes, attirer l'attention des promoteurs, l'attention des équipes,
Il faut dominer le championnat. C'est pas assez gagner de victoires sur 10 courses. Après avoir fait leur classe en karting et en Formule 1600, les jeunes pilotes d'ici rêvent tous de graduer en Formule Atlantique. Cependant, rares sont ceux qui y parviennent à cause des montants exorbitants qu'exigent les équipes pour leur louer un volant. Et encore, ceux qui y parviennent disputent plus souvent qu'autrement des courses ici et là, à la pièce, incapables de trouver l'argent requis pour une saison complète. On peut faire une relativement bonne saison de Formule Atlantique pour 5 à 600 000 canadiens, si on veut, mais les équipes de pointe vont dépenser 1,2 million US. Alors, en fait, la transformation, c'est près de 2 millions de dollars canadiens. Il faut dire que la course automobile, en général, n'est pas seulement qu'une question d'investissement au niveau du matériel utilisé en piste, mais également tout ce qui entoure la course automobile. Même si on parvient à réunir le budget nécessaire pour disputer une saison complète dans les meilleures conditions, le retour sur l'investissement est loin d'être garanti. Jadis considérée comme un passage obligé pour accéder aux plus hautes sphères du sport automobile, la Formule Atlantique est aujourd'hui en perte de vitesse. Bien que cette discipline se targue d'être le tremplin par excellence pour accéder à la série kart, son taux de réussite n'est guère reluisant. Parmi les champions des 10 dernières années, un seul a réussi à se mériter un volant régulier en kart. Il s'agit de Patrick Carpentier, couronné champion en 1996 après avoir réécrit le livre des records de la Formule Atlantique. Il n'y a plus beaucoup de séries de monoplaces qui donnent la chance de pratiquer, surtout de développer des qualités au niveau technique, comprendre les voitures. Et puis dans la série 4, il n'y a plus beaucoup d'essais. Donc les équipes sont de moins en moins tentées à aller chercher des pilotes qui n'ont pas beaucoup d'expérience pour connaître la voiture. Moi, ça fait 6 ans que je suis là, puis j'en apprends chaque année. Donc les équipes vont être plus tentées à aller chercher des pilotes déjà établis pour maximiser le peu d'essais qu'ils ont. Fait que c'est très difficile. Puisque la Formule Atlantique n'est plus une garantie, je ne vois pas pourquoi on devrait consentir un tel budget. Le rapport, non pas qualité-prix, mais visibilité-prix de championnats comme l'Atlantique n'est pas bon, c'est beaucoup trop dispendieux. Puis forcément, on aime moins ça parce que ça pénalise nos talents québécois qui n'ont peut-être pas les moyens que d'autres riches jeunes Californiens ont. En Amérique du Nord surtout, il y a beaucoup de séries où la moitié du plateau sont des coureurs qui font du sport automobile en dilettante, qui sont là des individus fortunés, souvent qui n'aspirent pas à devenir coureurs professionnels. Ils sont dans la quarantaine avancée, puis ils courent parce que c'est leur passion. Mais quand bien que vous battriez tous ces gars-là, vous n'avez rien prouvé parce qu'elle a gagné, mais il n'y a pas d'opposition. Qu'est-ce qui fait que Gilles Villeneuve s'est fait remarquer par Enzo Ferrari? On parle de cette histoire d'amour entre Gilles et M. Ferrari. C'est aussi ses succès en Atlantique. Mais c'est non seulement le fait qu'il gagnait le championnat de Formule Atlantique, mais c'est le fait qu'il le gagnait en se frottant à des James Hunt, on se souviendra de ça, à des Vittorio Brambilla, je le disais tantôt à Didier Pironi, à Rosberg, à Bobby Rahal, à Kevin Cogan. Il y avait, peut-être que je vois ça avec la nostalgie de cette époque, Philippe, mais il y avait, je pense, la crème de la crème dans les pilotes montants européens, les pilotes montants américains. Il y avait des noms déjà établis. James Hunt, quand il courait en Atlantique, n'était pas un inconnu, là. C'est un bonhomme très hautement coté. Et de voir, je m'imagine M. Ferrari, de voir Gilles Villeneuve se frotter à ces bonhommes-là, leur tenir tête, puis les battre, bien, forcé d'arriver à la conclusion, il est bon, ce gars-là. Alors que, si la même histoire se répétait aujourd'hui, tu te dis, oui, il a tout dominé en Atlantique, mais tu es obligé de te demander qui étaient ses rivaux. Qui as-tu battu pour arriver là? Plutôt que d'essayer de trouver des centaines de milliers de dollars, voire même millions, pour l'amener aux courses dans un championnat sans savoir si, en espérant qu'il fera bien, en espérant qu'on le remarque pendant qu'il le fasse bien, et en espérant que ça se traduise par une offre de testing, je pense que j'essaierais plutôt de l'amener tester avec des gens sérieux, qu'une équipe sérieuse, et afin qu'on sache tout de suite qu'est-ce que ce bonhomme-là a dans le ventre. Parce qu'à la fin de la journée, c'est à ça que ça se résume. Ce qu'ils vont dire, c'est « Can he do the job or not? » Vous voulez courir en feu, vous voulez courir en carte, est-ce que vous pouvez tirer votre épingle du jeu? Et
Et une bonne séance d'essai peut vous en dire plus long sur le bonhomme que peut-être 3 ans de compétition. En Amérique du Nord, toute l'attention et l'argent sont drainés par les 2 championnats majeurs de monoplace, la série kart FedEx et sa grande rivale, l'Indy Racing League, ou IRL, qui a vu le jour en 1995. À l'ombre des séries de haut niveau, on assiste depuis une dizaine d'années à un déclin des séries de développement en monoplace, telles la Formule 2000 et la Formule Atlantique. Quant à l'Indy Lights, qui se voulait l'étape transitoire entre la Formule Atlantique et la série kart, elle a disparu en 2001. Patrick Carpentier a connu les dernières années de la grande époque des séries de développement. Les séries étaient très populaires. Il y avait l'école à Richard Spinard en Ontario qui était super populaire. Il y avait les Sylvain Champoux, moi, Claude Bourbonnais. Il y a tellement de monde qui ont passé là. Richard Spinard a formé des pilotes. Il y avait un talent incroyable pour ça. Et puis on est allé à cette école-là. On avait de la visibilité, même à l'école Spinard-David. On avait de la visibilité en Formule 2000. La Formule Atlantique au Canada, c'était... ce qu'il y avait de plus fort, c'était même aussi fort. Il y avait autant de monde pour la Formule Atlantique au Grand Prix du Canada, presque qu'il y en avait pour la F1 le lendemain. Puis quand je me rappelle, j'avais gagné la course, avec tout le monde était debout, puis c'était comme gagner une course de Formule 1, tu sais. Puis aujourd'hui, ben c'est plus difficile. Il n'y a pas de pilote québécois avec un volant solide qui peut démontrer ce qu'il peut faire. Parce que si tu n'as pas un volant solide, tu ne pourras pas être en avant de toute façon. Malheureusement, il n'y en a pas d'équipe canadienne en Atlantique. Mais toutes les autres équipes, c'est des équipes soit sud-américaines ou américaines. Alors évidemment qu'ils vont aller voir qui s'est abusé dans leur cours là, les dernières années, puis ils vont essayer de donner une chance à ces gens-là. De toute évidence, l'état de santé des séries de monoplace en Amérique du Nord est inquiétant. L'Indy Lights n'existe plus. La Formule Atlantique n'est pas le tremplin qu'elle devrait être et les séries se situant à un plus bas niveau n'offrent pas aux pilotes le bagage nécessaire pour mener directement en kart ou en IRL. Devant cette situation, les jeunes pilotes d'ici qui désirent poursuivre leur carrière au-delà du karting ou de la Formule 1600 devraient-ils songer à s'exiler? Éventuellement, il faut qu'ils aillent courir à l'extérieur du Canada pour accumuler le kilométrage, accumuler l'expérience, pouvoir se frotter à d'autres pilotes de leur génération et même des plus âgés et faire preuve de leur talent. Et forcément, quand ils partent de Saint-Léonard-d'Aston comme Marc-Antoine, puis qu'ils s'en vont courir en Caroline du Nord, bien là, le commanditaire local dit « Ouais, mais tu ne courras pas au Grand Prix du Canada ou à Trois-Rivières, on ne te verra pas. » C'est là que ça devient difficile. Ça prend quelqu'un qui est prêt à miser sur vous pour vous accompagner dans ce cheminement-là. Et qu'on regarde le nombre de pilotes brésiliens qui ont connu beaucoup de succès en Formule 1 au cours des 30 dernières années, ils ont tous dû s'exiler éventuellement, généralement très jeunes, que ce soit des Senna, des Fittipaldi, ils sont allés en Angleterre à un âge assez jeune, la plupart de ces bonhommes-là, et ont dû jouir d'un support qui venait du Brésil, même si leur carrière se déroulait loin des yeux des amateurs brésiliens. C'est surprenant que des compagnies comme Air Canada, Bombardier, les banques, quoi que ce soit, ne regardent pas ce que Players a établi, les retours de publicité qu'ils ont eus, l'exposure qu'ils ont démontré, avec finalement des investissements qui sont grands, mais c'est des investissements qui ont rapporté énormément.